Bonjour à tous. Donc effectivement, on va passer 1 heure ensemble autour de cette thématique-là. Avec Véronique, nous avons souhaité mettre en place cette thématique sur ces webinaires parce que effectivement, on parle de beaucoup de choses. On parle d'entretien professionnel, on est abreuvé d'informations sur la formation, mais concrètement, quand on est une petite équipe au sein d'un office, comment organiser, réfléchir. Et effectivement, j'avais souhaité mettre dans le titre sans se prendre la tête. Alors, ça restera quand même un travail, mais l'idée, c'est de vous aiguiller et de vous aider à réfléchir sur ce plan sans développer une usine à gaz et vous permettre d'aller droit au but. Donc, toujours, comme toujours, lors de ces webinaires, un petit préambule. Quelles sont les compétences clés dont votre office de tourisme a besoin? Ça fait partie des questions qu'on doit se poser dès le démarrage. Euh, souhait- Vous souhaitez organiser des formations qui servent à quelque chose? Évidemment, j'ai mis qui servent à quelque chose entre guillemets. On est toujours dans cette stratégie de se dire, ben, ok, très bien, mais est-ce que la formation que je vais mettre en place, est-ce qu'ils vont revenir et est-ce que vraiment je vais pouvoir faire avancer l'organisation? On sort quand même d'un long moment où on consommait de la formation, on consommait de la formation parce qu'on avait du budget. Aujourd'hui, même pour des petites organisations, la question, c'est de structurer sa réflexion autour de la formation. Alors oui, j'aurais pu commencer par ça. Je suis Claire Zanier, je suis consultante RH depuis une dizaine d'années. J'ai un petit passé de responsable d'office de tourisme au début des années 2000 et j'interviens aujourd'hui en conseil et formation sur tout ce qui est management RH dans des offices de tourisme et d'une manière générale dans le secteur du tourisme. Le contexte de ce webinaire, à part ces questions clés, ben, on est aussi dans un contexte qui est latent de questionnement sur la génération Z, c'est-à-dire les nouveaux entrants sur le marché du travail. On est face à une génération qui ne va pas rester, qui ne va pas faire sa carrière au sein de l'office, qui est hyper connectée, qui a besoin d'avoir du sens au travail, qui a besoin de voir où elle va. C'est une génération en plus qui a été assez insécurisée par l'effet Covid. C'est une génération qui a eu du mal à avoir des rites de socialisation par les examens, par la vie sociale qu'on a normalement quand on est étudiant ou quand on est jeune adulte ou adolescent. Donc, quand on est en office de tourisme, qu'on doit intégrer des nouveaux entrants, bah, on est sur ce sujet-là. Euh, on est sur d'autres thématiques où, bah, en fait, la loi, le contexte réglementaire euh, implique que les employeurs doivent communiquer sur la nature de l'emploi et les évolutions sur l'emploi, ce qui n'était pas le cas avant. Si on s'entendait plus, ben on se séparait. Aujourd'hui, on parle quand même du droit à la formation tout au long de la vie, et avec une obligation des employeurs, une obligation renforcée d'aider au pilotage des carrières. On a une notion aussi de rythme des collaborateurs, de rythme de travail au sein de l'OT. L'OT se transforme, mais bah, tous les collaborateurs sont pas au même rythme. Il faut quand même, voilà, quand on est dans de la transformation, dans de la conduite du changement, bah, la formation, c'est un outil pour aider à la conduite du changement, pour emmener un nouveau système. Alors, on a beaucoup d'injonctions réglementaires, j'en ai déjà parlé.
euh, effectivement, comment garder les collaborateurs et comment en intégrer des nouveaux, c'est un vrai sujet. Il faut arriver à innover. Aujourd'hui, même en office de tourisme, on peut avoir, par exemple, sur du recrutement saisonnier, on a du mal à couvrir tous les besoins. C'est ce que j'ai encore rencontré cette année. Visiblement, ça s'atténue un peu, mais on est encore face à ce sujet-là. Et les salariés sont dans une demande de mobilité. On va vraiment faire un focus sur cette session, sur tous les éléments de mobilité. Donc, comment accompagner ces mobilités-là? Évidemment, j'en ai parlé aussi les dernières fois, des nouveaux termes, des dispositifs qui fleurissent de partout. Donc là, je vais vraiment rentrer dans les détails. Le CPF, le CEP, évidemment, le rôle de votre OPCO, la VAE, PROA, j'en ai rajouté d'autres, alternance, plan de développement, et on le verra tout à l'heure. Voilà. Alors, le sommaire de cette heure passée en votre compagnie, je vous rappelle que même si vous êtes peu nombreux, il y a quand même le chat et à la fin, je me permettrai de regarder s'il y a des questions. S'il n'y en a pas, vous aurez de toute façon le contact de Véronique et de moi-même. On pourra répondre à vos questions en différé sans aucun problème. Alors, le premier point que je vais traiter, c'est le fait de savoir ce qu'on veut. Le fait de mettre en lien la stratégie territoriale et le plan de développement des compétences. Alors, effectivement, ça paraît simple, ça paraît évident, mais de ma pratique de consultante, quand je travaille avec des offices de tourisme, c'est pas forcément évident c'est pas toujours, on n'arrive pas forcément à mettre en lien les éléments. Alors, ce qui ne vous aide pas, c'est que on peut être sur une stratégie qui n'est pas forcément validée, qui n'est pas forcément définie dans le détail, et du coup, ben, on est à l'arrêt et on n'arrive pas à faire la corrélation entre ce dont on a besoin et le plan de développement des compétences. On va se poser la question d'orienter alors les entretiens annuels et professionnels vers ce qu'on veut. Alors effectivement, entre ces deux points, la question de compétences prioritaires, compétences cibles va se poser. Euh, Vers quoi on tend et dans quel délai? Ça fait partie des sujets, donc je vous parlerai un petit peu de l'expérience que j'ai pu avoir ces derniers temps sur cette dernière année. On va aussi se poser la question de formation interne versus formation externe. C'est important parce que la culture dominante est de dire, bah, OK, on a besoin de compétences, on va aller les chercher en externe. On va aller former en externe. Bon, moi, j'aimerais échanger avec vous sur le fait que peut-être, on peut peut-être construire certains modules, développer des expertises et les diffuser en interne. C'est un sujet sur lequel il faut vous positionner, vous intéresser progressivement. Voilà, on parlera du rôle des OPCO par rapport à la formation en interne. Ça sera intéressant d'aborder ce sujet-là. Je vous donnerai quelques conseils de base sur les achats de formation et la construction de formation interne. Je vous ai mis deux, trois petits éléments de réflexion pour que, bon, voilà, quand vous relisiez, si vous avez à relire cette slide, que vous puissiez dire, bon, mais voilà, ça, si on n'a pas ça, ça va pas, quoi. Le dernier point, c'est la gestion des données. Alors, vu le programme, il y a des chances qu'on ne puisse pas forcément tout détailler du plan de formation, mais je donnerai à Véronique un plan, un tableau Excel qu'elle mettra sur la plateforme du CRT. Et évidemment, elle et moi resterons à votre écoute, en fait, pour la construction des plans. Je vous remettrai une petite note qui vous permettra d'avoir
une démarche et puis de voir comment construire, quoi. Voilà. Alors, on y va. Bon, alors, savoir ce qu'on veut, déjà, quelle est la stratégie territoriale? Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut commercialiser? Première question. Voilà. Est-ce qu'on veut, et mais si on veut commercialiser, est-ce qu'on veut commercialiser le territoire? Est-ce qu'on veut commercialiser des prestations? Est-ce qu'on veut mettre en place une véritable ingénierie territoriale au départ de l'office? Est-ce que on a besoin d'avoir, est-ce qu'on doit avoir un pôle à terme, un pôle de communication avec, alors sur le pôle de communication, est-ce qu'on a besoin de renforcer la compétence référencement? Est-ce qu'on a besoin de savoir créer des outils numériques, donc site internet et autres? Est-ce qu'on a besoin de savoir, est-ce qu'on a besoin d'être des grands professionnels des réseaux sociaux? Donc, on peut avoir aussi besoin de compétences en accueil. Est-ce que on a besoin de développer euh, une expertise une expertise de connaissances sur le territoire? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des gens qui ont une expertise juridique, par exemple, sur le montage de dossiers de financement et autres? En gros, que veulent les élus de votre territoire? Quel est le projet à 2 ans, 3 ans? Euh, voilà, on est face à ce genre de situation. Autre point important sur la stratégie territoriale, est-ce que on va développer des services autres que la boutique? La boutique est un vrai sujet. Est-ce qu'on va prendre en gestion des sites? Est-ce qu'on va prendre en gestion un camping, une auberge? Est-ce qu'on va avoir à gérer un château? Est-ce que ça fait partie des projets à moyen terme? Quand je parle à moyen terme, on est à 3 ans, 3, 4 ans, 5 ans. Si on commence à être sur des optiques de ce biais-là, c'est-à-dire que, ben, on va dire que dans votre office, l'accueil se gère bien, on a un accueil de groupe qui tourne plutôt bien, mais finalement, la partie communication, elle n'est pas très établie. Et les élus commencent à dire, ben, en gros, on va passer en SPL ou on va asseoir la fonction SPL et on va développer des ressources. Il est évident que dans le plan de développement des compétences, et dans le plan de formation, on va développer, on va commencer à travailler avec les collaborateurs sur des compétences clés qui sont en corrélation avec les envies des élus et la stratégie du territoire. C'est important ces éléments-là parce que, par exemple, mettre en commerce ou animer des sites muséographiques, par exemple, monter en compétence, ça ne peut pas se faire en une année. Donc ça implique d'être au clair avec ça et de se dire, je vais commencer à faire des choses la première année et je vais amener les collaborateurs sur de la formation et du résultat sur les années suivantes. Par exemple, quand on a un changement d'organisation comme ça, c'est-à-dire qu'on passe d'un pôle accueil, accueil de groupe, à de la commercialisation et à de la mise en vie de sites, on sait qu'on est à minimum 3, 4 ans pour que les collaborateurs montent en compétences et que ça commence à produire du résultat. Donc, très important d'avoir en vue cette stratégie territoriale. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'impliquer le conseil d'administration, le comité de direction si vous êtes en EPIC, etc., pour valider les axes stratégiques qu'on va pouvoir décliner dans le plan de développement des compétences. Alors, souvent, on parle de formation, plan de développement des compétences. J'ai pas précisé, ça peut être un peu flou de votre part.
pour vous, pardon. Euh, le plan de formation, c'était, en gros, c'était une organisation de la formation en externe. Aujourd'hui, on réfléchit à envisager de la formation en interne, mais on peut aussi envisager de la mobilité, on peut envisager du tutorat, on peut envisager beaucoup de choses dans ce plan. C'est quelque chose de beaucoup plus global et on va le construire pour une première année, une deuxième année, une troisième année. Donc, quelle est la stratégie territoriale? Et vous devez vous poser la question du résultat attendu. Alors, quand on va construire du programme de formation, c'est très important de se dire quelle est la situation cible qu'on vise. Euh, Par exemple, si on doit reprendre un site ou si on doit organiser le référencement du site Internet, on doit le caractériser. Est-ce qu'on doit maîtriser l'ensemble du référencement? Est-ce que on est capable de rédiger des textes et les adapter en fonction de l'actualité pour que ça soit toujours référencé à fond? Donc, la notion de résultat attendu, elle est fondamentale. Pour vous donner un autre exemple, par exemple sur la partie commerciale, on a la notion de commercialisation, vente de premier niveau, vente au contact d'un particulier. Ok, ça c'est un sujet. On doit être capable de construire une vente et de concrétiser une vente pour un particulier. Et ensuite, on peut avoir de la vente aux pros, à des groupes, à des tours opérateurs. Bah, c'est pas la même chose. Il va falloir, on est plus dans une démarche technico-commerciale et c'est pas la même formation. Sur la partie commerciale, on doit aussi peut-être définir quelles sont les compétences qui va conduire la stratégie commerciale. Ben, c'est pas forcément la personne qui va pouvoir conduire une vente de premier niveau en boutique ou vis-à-vis d'un particulier lambda. Donc, quels sont les résultats attendus? Qu'est-ce qu'on doit être capable de faire? Évidemment, ces résultats attendus vont devenir des objectifs de formation. Donc, tout ce travail préalable par rapport à la stratégie territoriale, des compétences clés. Alors, une compétence clé, c'est qu'est-ce qu'on doit être capable de faire? Qu'est-ce qu'on doit être capable de gérer, d'organiser, de monter, etc. Tout ça, c'est important de l'écrire pour que ensuite ça puisse devenir des objectifs de formation. Et on doit se poser la question de qu'est-ce qu'on fait en 2023, même si vous allez me dire que 2023 est plutôt bien engagé. Mais oui, mais quand même, on peut peut-être mettre en place des choses pour la fin d'année. Mais là, on est déjà en train de réfléchir au plan 2024. Même si vos financeurs, votre financeur, vos élus vous disent, ouh là là, on n'en est pas là, quoi. Ben si, c'est vous, il faut que vous arriviez à anticiper parce que le jour où les enveloppes financières s'ouvrent, il faut avoir des choses à dire. Et on peut aller même jusqu'à 2025 parce que, alors même 2025, 2026 sur des gros plans, c'est un travail de longue haleine. Et ce qui est important, c'est que chaque année, ou tous les 18 mois suivant votre rythme, il va falloir se reposer la question. Est-ce qu'il y a des éléments stratégiques du territoire qui ont changé? Est-ce qu'on a de nouvelles données qui sont arrivées? Est-ce qu'on doit rajouter un certain résultat à 1 an, 2 ans d'évolution des compétences des collaborateurs? Donc cette phase-là, elle est importante. Elle est nécessaire et elle implique, pardon, la validation d'une équipe de direction, d'un conseil d'administration, de l'élu de référence ou des élus de référence qui sont autour de vous. Alors, la deuxième étape, c'est bah, le fait d'orienter les entretiens professionnels ou annuels, enfin annuels professionnels vers ce qu'on veut, parce que
effectivement, enfin, le but, c'est quand même, on a travaillé, on a préparé des choses, on a des idées. Maintenant, il va falloir aller se confronter à l'évaluation des compétences qu'on réalise lors des entretiens annuels et professionnels. Pour rappel, je ne sais pas qui participe, mais juste pour rappel, les entretiens annuels, c'est un acte managérial où on va fixer des objectifs et on va vérifier que les missions de la période ont été réalisées correctement. Les entretiens professionnels, on est là pour voir si euh, les, les compétences, comment le collaborateur va évoluer dans ses compétences, à la fois pour l'office, les compétences nécessaires à l'office, mais on va aussi lui demander quels sont ses projets d'évolution professionnelle. Alors, donc, c'est très important de définir des compétences cibles, pas forcément pour 2023, mais pour 2024, essentiellement 2024 et 2025. Je vous rappelle qu'une compétence, elle se formule sous la forme de mon collaborateur ou ma collaboratrice devra être capable de faire quelque chose. Donc c'est très important de formuler de cette manière-là parce que derrière, on va pouvoir en déduire un contenu. On va parler de compétences techniques, gestes techniques, savoir-faire, comportement, etc. De compétences relationnelles, être rigoureux, savoir travailler en équipe, savoir bien communiquer à l'oral comme à l'écrit, etc. J'ai rajouté un point important qui est la compétence, qui est une certaine dimension émotionnelle qui peut être importante pour certaines compétences clés. Par exemple, on demande à des personnes de monter sur de la fonction managériale. C'est vraiment un exemple. Ben, on sait que sur cette compétence-là, c'est important déjà d'être convaincu qu'on va pouvoir gérer avant d'acquérir des techniques et d'arriver à manager. Ça implique aussi de savoir gérer son stress, gérer ses émotions, etc. Une chose importante, c'est que on arrive à faire monter des collaborateurs en compétences si on prend en compte cette dimension émotionnelle. Est-ce que c'est le moment pour lui de monter? Voilà, on a déjà vu des gros ratages de plans de formation parce que on a poussé les gens à se développer, mais à la base, psychologiquement, ils n'étaient pas prêts. Et pour eux, il y avait énormément de freins à la montée en compétences. L'autre point, c'est préparer, évidemment, actualiser vos fiches de poste et grilles d'entretien en fonction. Donc, c'est très important au moment où vous allez préparer vos entretiens, d'actualiser vos fiches de poste pour pouvoir mieux communiquer sur ces nouvelles compétences cibles, en fait. Et donc, ça implique de bien travailler, de bien améliorer vos fiches de poste et vos grilles d'entretien. Tous ces éléments-là doivent s'actualiser. Une fiche de poste, c'est pas forcément, j'en ai parlé les dernières fois, c'est pas forcément du réel. C'est pas du réel à l'instant T, c'est aussi une fiche de poste qui est prospective sur ce qu'on souhaite atteindre. Donc, c'est un élément qui est dynamique et qui est centré sur le futur. Je vous renvoie au support et au webinaire de la fois d'avant, je crois. Euh, c'est important de définir les écarts entre les compétences à atteindre et les compétences maîtrisées dans votre OT. Donc là, c'est au moment de la préparation, vous devez déjà savoir vers quel groupe, vers quelle formation vous voulez mettre en place. Et bah, vous devez déjà quand même avoir des idées. Et surtout, il va falloir là, avec les entretiens, flécher des collaborateurs sur des groupes de formation, sur des types de compétences qu'on va développer par de la formation.
Donc, sans parler d'avoir déjà construit un plan de formation sans avoir vu les collaborateurs, mais vous avez déjà repéré des compétences clés cibles qui n'étaient pas au sein de votre office. Et le but, ça va être de flécher des collaborateurs en amont. Donc, si on résume, vous préparez vos compétences cibles, vous faites un premier scénario de niveau de compétence et de ce qu'on pourrait déjà mettre en place. Et c'est à la fin des entretiens que vous allez établir des scénarios fiables de un tel va partir en formation, sur quelle formation, etc., etc. Un tel ne va pas partir en formation, je pensais qu'il irait, mais non, il n'y va pas. Mais on va commencer à adapter le plan à l'issue des entretiens. L'entretien, ça va être un moment important pour évoquer ses compétences cibles et les projets de formation. Et ça va vous permettre de voir qui est partie prenante et qui l'est moins. Alors, formation externe versus formation interne ou inversement, construire son plan. Je vous ai mis quelques petits intitulés qui sont importants parce que vous savez très bien que aujourd'hui, les financements sont pas forcément acquis. On peut avoir des difficultés de faire financer des projets qui sont structurants pour l'office et pour le territoire. Donc, je vous ai mis quelques petits intitulés qu'on va détailler, que je vais me permettre de détailler, pour vous dire, bah, ok, il n'y a pas forcément, il y a pas forcément une seule solution à trouver. Il y a peut-être des choses à imaginer, il y a peut-être des choses à créer en interne. Alors, la formation en externe, effectivement, la première base quand même, c'est que ça permet d'amener des compétences nouvelles et un souffle nouveau. Ça, c'est la base. Quand on a la tête dans le guidon, qu'on n'a pas les compétences, quand on a bien choisi son organisme de formation et quand on est dans une démarche de formation un peu marquante, innovante, avec un contenu qui est ambitieux, bon, bah, ça donne un vent frais, un souffle nouveau. Les personnes, ça leur permet de s'extraire de l'organisation, de prendre du temps pour réfléchir, de dédramatiser certaines compétences. Je reviens à l'histoire de la gestion ou la commercialisation, qui peuvent être des compétences qui peuvent être tendues pour certains collaborateurs en office ou certaines collaboratrices en office qui n'ont pas l'habitude d'aller sur ce changement de mission. Bon, bah, le fait de voir de faire de la formation en externe, en interentreprise, c'est évident que ça permet de prendre un vent frais. La formation en externe, euh, elle est financée, elle peut être financée par l'OPCO, c'est pas forcément évident. Il existe encore des fonds pour les moins de 11 salariés. On sait qu'à partir de 11 salariés, ça commence à se tendre et à partir de 50, il n'y a plus de financement. Voilà, donc euh, par contre, votre OPCO, il est en charge de repérer les besoins opérationnels des offices. Il est en charge de la branche et c'est très important de communiquer avec votre OPCO, même si au final, on n'aura pas le financement qu'on veut. Parce que si on l'a pas la première année, pourquoi on n'aurait pas la deuxième année? Et puis, votre OPCO peut vous produire une ingénierie sur des fonds. Alors, on a eu du FNE pendant longtemps, mais on n'en a plus, ou enfin, c'est un peu flottant, mais il peut y avoir, ils peuvent vous aiguiller sur des dispositifs de formation auxquels vous n'avez pas pensé, où il pourrait y avoir du financement. Donc là, je vais vous aiguiller sur des mots-clés qu'il faut donner à votre OPCO un peu plus tard, d'ici 5-10 minutes.
Alors, autre point sur la formation en externe, moi, c'est le problème que je rencontre la majorité du temps, c'est que la formation en externe, elle peut être peu adaptable à vos rythmes de travail, parce qu'on va vous imposer un calendrier et puis bah, ça vous correspond pas. Alors, la dernière en date, là, sur un office que j'accompagne, ils sont en train de, on les a, les organismes de formation ont incité à ce qu'il y ait des sessions de formation. Alors, je parle pas du CRT, hein, je parle d'autres OF qui ont incité à mettre en place des modules en mai. Et puis, effectivement, en mai ou fin août, tout début septembre, ben, moi, j'ai des directions d'office qui me disent, ben, c'est super, mais moi, je peux pas le faire. Voilà. Je peux pas envoyer mes collaborateurs. Donc, il y a un vrai sujet sur la formation en externe, au-delà du prix. C'est aussi les rythmes de travail, faire en sorte que ça soit bien anticipé. Et vous êtes sur un rythme saisonnier, c'est pas toujours évident. Donc la formation, donc il y a une petite erreur de slide, donc il y a un petit X qui est rajouté. Elle n'est pas totalement financée, donc il faut arriver à réfléchir la formation différemment. Donc on va parler évidemment de formation en interne. Il est difficile, alors je trouve qu'il est difficile quand on est profane de la formation de sélectionner des organismes de formation sur des compétences nouvelles. Moi, hier, j'ai animé une formation pour des hôteliers. Alors, c'est des métiers qui sont pas évidemment équivalents, mais on est dans le même milieu. Ben, sur de la formation, ils étaient remontés comme des coucous parce qu'ils avaient du mal à sélectionner l'offre de formation. C'était pas très lisible. Voilà. La formation en externe permet facilement quand même, alors elle a quand même un avantage, c'est que ça permet de certifier des compétences et de garantir un résultat. Ça, c'est quand même important. Donc, voilà, je souffle le chaud et le froid, mais c'est quand même important de se dire qu'on peut aller sur des dispositifs certifiants. Il est difficile d'organiser de la formation en interne très développée, très fournie, garantissant une évaluation de qualité. Alors, on peut mettre en place de la formation en interne. Alors, quand je dis en interne, c'est pas avec un prestataire extérieur, c'est avec quelqu'un en interne, un collaborateur, qui va faire de la formation pour le reste des collaborateurs. Parce que c'est formation externe, c'est je prends un prestataire externe, formation interne, c'est pas le mec qui vient dans les locaux, c'est nous qui organisons tout seul la formation. C'est pas forcément évident parce que il faut que ça soit très, enfin, souvent on va être très bon sur des modules de 3 heures, mais par contre, est-ce que les gens ont bien retenu, est-ce que ça va bien? C'est pas forcément évident. Alors, les dispositifs à avoir en tête que je vais me permettre de détailler ici. Pour construire le plan, c'est important dans la notion de formation euh, pour que les collaborateurs s'adaptent au poste de travail et autres, c'est important d'avoir toutes ces notions-là en tête. Alors, le plan de développement des compétences, c'est évidemment l'employeur qui le produit. Et c'est donc le plan ce dont on parle. Et on va voir comment on va pouvoir rajouter, on va pouvoir utiliser les autres dispositifs derrière. C'est de la formation qui permet d'adapter les compétences à la situation à venir dans l'emploi. C'est une question d'adapter au poste de travail. Et là, il va falloir être ambitieux. Il va falloir se poser la question de comment on monte hiérarchiquement, comment on amène des collaborateurs à prendre des fonctions hiérarchiques, comment on amène des collaborateurs à développer des expertises techniques, Internet, de la visite guidée, des spécificités réseaux sociaux, devenir centre de profit pour certains sujets, etc., etc. Donc, toutes ces formations-là, elles doivent faire l'objet d'une évaluation.
C'est pas parce que c'est court, c'est pas parce que ça a été fait en interne qu'on ne doit pas évaluer. Donc une évaluation, elle doit être formulée et elle doit être cotée. C'est-à-dire que on doit savoir d'où le collaborateur part et où est-ce qu'il doit arriver, à quel niveau d'expertise. Donc je vous ramène au slide d'avant, au webinaire d'avant, sur le fait qu'on doit évaluer sur le poste de travail pour vérifier que la formation, elle a bien le résultat attendu. Donc, si je dois vous faire passer un message, c'est ça. C'est-à-dire qu'on achète de la formation, on envoie des collaborateurs dans une formation, mais ça doit avoir un résultat opérationnel. Le deuxième point, c'est le CPF. Alors, on en a déjà parlé, mais il faut vous dire qu'on peut faire un lien. Alors, il faut commencer à intégrer ça sur le fait que le CPF, vous pouvez proposer des abondements au CPF pour les collaborateurs. Je m'explique. Le CPF, c'est à disposition et à la libre disposition pour l'instant, et encore pendant un petit moment, des collaborateurs qui en ont la parfaite maîtrise. Sur certaines formations qui peuvent être intéressantes, euh, c'est à la fois pour le collaborateur, mais aussi parce qu'il se dit, bah, plus tard, cette formation, elle va être utile même si je bosse plus pour mon employeur. Ça va être intéressant de lui proposer d'abonder, c'est-à-dire de cofinancer cette formation parce que elle est utile pour lui, mais elle est aussi utile pour l'office. Donc, on peut, par exemple, dire une formation qui coûte 4 000 euros, qui est certifiante, évidemment, parce on est dans le cadre du CPF. On peut dire, OK, on pourrait prévoir par le biais d'un accord collectif, un accord d'entreprise, ou d'une contractualisation simple si on a moins de 11 salariés. On restera en contact si vous voulez avoir des précisions sur le sujet. Mais c'est important dans le plan de dire, oui, sur certaines formations qui sont prioritaires chez nous, on peut peut-être prévoir un abondement, par exemple de 1 000 euros. Le collaborateur met 1 000 euros de son CPF et l'office va prévoir 1 000 à 1 500 euros pour financer. Et alors, sur 4 000 euros, il nous reste encore un peu, mais on peut avoir aussi l'OPCO qui pourrait arriver avec un autre financement. Mais ce que vous devez avoir en tête, c'est que pour faire un plan de développement des compétences, on peut envisager, par exemple, si on a une compétence clé, à utiliser le CPF, mais il faut que ça se passe par le biais contractuel, par le biais d'un accord d'entreprise et l'écrire et qu'il y ait un engagement sur 3 ans, par exemple, sur des niveaux d'abondement au CPF sur certains sujets auprès des collaborateurs. L'autre point, c'est l'alternance. L'alternance, évidemment, on peut le mettre dans le plan de développement des compétences et de dire, OK, oui, effectivement, c'est l'OPCO qui va financer, mais ce qui est intéressant, c'est de dire, moi, j'ai besoin d'un type d'alternant. J'ai besoin d'un alternant chargé de com et compagnie. Et on sait que dans la formation en alternance, il va être formé, aller au web design de manière basique. Mais vous pourriez très bien compléter, vous avez vu le programme, vous pourriez très bien compléter avec d'autres d'autres offres de formation parce que vous, ça va être utile pour vous. C'est pas parce qu'on a un alternant qu'on va pas pouvoir compléter. Donc, la question de l'alternance, il faut y mettre du contenu, il ne faut pas subir le contenu du programme de formation que suit votre alternant. C'est important de se dire, est-ce qu'on peut compléter? Parce que moi, demain, cet alternant, je vais le garder et je vais avoir besoin qu'il rentre dans d'autres programmes de formation. Un autre point qui est la Pro A. Alors, la Pro A, elle peut vous aider à cofinancer des parcours certifiants pour des salariés qui sont en CDI et qu'on a besoin de faire bouger de poste. Donc, ce dispositif n'est pas forcément connu. C'est important de le formuler, c'est important que le programme soit certifiant, donc en gros diplômant, en gros, il faut qu'il y ait une évaluation derrière.
et qu'on sache précisément si la personne a acquis toutes ces compétences-là. Donc la PROA, elle va être faite essentiellement actuellement sur des organismes de formation en externe. Et les collaborateurs qu'on va pouvoir flécher, par exemple quelqu'un qui va être conseiller en séjour, qui va par exemple monter sur une fonction de commercialisation groupe, organisation de salons et d'événements. Bon, ben là, c'est pas en 2 jours de formation, 2 pauvres jours de formation que ça va fonctionner. Donc c'est important de prendre en compte cette proa ça peut être évoqué avec l'OPCO qui va vous le suggérer, mais pour faire évoluer et organiser la mobilité d'un collaborateur qu'on veut garder dans la durée, ça peut être intéressant. Et votre collaborateur, pour info, va rejoindre des groupes d'alternants qui, eux, vont avoir ce contrat-là, eux vont être en proa, mais c'est pas grave. Voilà. Mais ça, c'est bien de l'écrire dans votre plan. Voilà. Alors, je vais aller sur la VAE. La VAE, alors, elle est intéressante et elle est à rajouter au plan. Par exemple, si vous savez que quelqu'un peut être, a besoin de faire certifier ses compétences pour une histoire de reconnaissance au travail, donc c'est important de le noter. Il peut y avoir un cofinancement de l'employeur si l'employeur a réellement besoin de ces qualifications-là. Sinon, il a d'autres moyens pour financer en externe avec Transition Pro Occitanie, par exemple, qui peut permettre de développer ça. On peut financer du bilan de compétences. On peut avoir quelques parcours bilan de compétences quand on sait qu'on doit accompagner des gens vers la sortie ou quand on a des gens qui sont en souffrance absolue et qui ont besoin d'aide et d'avoir un sas pour savoir où ils vont aller. Le bilan de compétences est très utile, par exemple aussi quand vous avez quelqu'un qui est dans une situation de maladie ou euh, d'arrêt maladie long. Le bilan de compétences, ça permet de financer par l'employeur, ça permet de savoir où on en est à la fin de la période d'arrêt maladie et de voir les axes de motivation du collaborateur pour la suite de sa carrière au sein de l'office. Le financement ou le cofinancement par l'employeur, donc à rajouter dans le plan, ça peut être intéressant. Je vous ai mis pour mémoire la période de transition pro qui n'est évidemment pas à mettre dans le plan de développement des compétences parce que le but, c'est de la mobilité externe. C'est vraiment à suggérer aux collaborateurs qui sont sur une voie de départ et qui commencent à préparer leur projet. Mais je vous ramène quand même à la réflexion. Est-ce que le projet d'évolution professionnelle de votre collaborateur peut être utile à l'office? Et pour mémoire, il existe pour des gens en grande souffrance quand on ne peut pas faire de rupture conventionnelle et que c'est un peu bloqué, c'est un peu verrouillé à l'issue de l'entretien, sachez il existe un parcours démissionnaire qui existe, qui permet à la personne de démissionner et d'avoir des droits Pôle emploi. Ça, c'est vraiment pour le rappel. Il faut envoyer les collaborateurs vers Transition Pro Occitanie. Alors, acheter de la formation. Alors, acheter de la formation, très important. On n'achète pas de formation quand on n'a pas de devis, quand on n'a pas de programme et quand on n'a pas de calendrier. Si on n'a pas ces éléments-là, on n'est pas en train d'acheter. Idéalement, c'est d'avoir 2 devis à minima et je vous conseille de faire une grille avec force et faiblesse de chaque proposition, étant entendu que le prix, on va en parler, n'est qu'une partie de la problématique. Très important, sur quel résultat il faut bien regarder l'objectif. L'objectif de formation qui a été fixé, alors vous allez contacter un organisme de formation. Ok, eux, leur boulot, c'est de formuler des objectifs pédagogiques. Donc, c'est à vous de vérifier que les objectifs ont bien correspondent bien à la réalité. Mais surtout, il faut vous dire quelle
quel est le résultat? À l'issue de la formation, qu'est-ce qu'ils doivent être capables de faire? Si on a des intitulés en mode à l'issue de la formation, ils sont capables d'appréhender des notions, ben, c'est pas suffisant, hein. On doit être capable d'eux. C'est pour ça que c'est plus important peut-être de miser sur de la formation longue en étapes pour être sûr d'arriver au résultat. Donc, ils doivent être capables de faire. Et à quelle échéance? Ok, donc à l'issue de la formation, ils sont capables d'eux. Nous, après une pratique, ils seront capables d'eux. À voir. Quel intervenant, j'aurais pu mettre du pluriel. Quel intervenant alors, c'est pas parce que vous avez un intervenant qui vient du monde des offices de tourisme qu'il est obligatoirement bon. La question, c'est bien connaître le milieu et avoir de l'expérience. Alors après, il y a des nouveaux entrants sur le marché de la formation qui sont très bons aussi, mais il faut vous poser la question de l'expérience ailleurs et la capacité aussi à travailler un plan, un programme de formation qui soit adapté à vos besoins. Et quelqu'un qui fait du sur-mesure, sur l'alternance, c'est moins évident, mais sur du plan de développement de compétences, il faut préciser ce que vous attendez et il faut refaire travailler les programmes de formation quand c'est pas calé, quoi. Quand vous comprenez rien, c'est que c'est pas normal. Alors, le prix. Parlons de prix de formation en externe. Alors, est-ce qu'on peut négocier? Oui, jusqu'à une certaine marge. Quels sont les prix classiques? Alors, 100 euros la journée, c'est pas possible. 300 euros la journée, c'est pas sûr. C'est pas sûr que ça marche. Il faut vous poser la question du jour formateur, voilà. Et vous demandez comment ça va fonctionner. À partir de 500, 600, 700, 800 euros, 1000 euros, on est dans des tarifs qui sont normaux. Alors après, je peux pas vous donner les tarifs pratiqués parce que c'est pas le but de la journée, mais vous dire quand c'est pas cher, c'est que ça va pas être très bien. Il y a des chances qu'il vous manque un bout, c'est-à-dire que l'évaluation soit pas faite, qu'il n'y ait pas de suivi, et c'est comme ça parce que l'organisme de formation n'aura pas le temps disponible pour organiser la venue voilà, ça va pas marcher quoi. Voilà, ça va bloquer. Bon, j'ai 20 ans d'expérience, bientôt 20 ans dans le monde de la formation. Il y a des prix qui sont pas entendables, des prix qui peuvent être trop chers. Après, le prix trop cher, ça peut aussi, plus cher, on va dire, ça peut vous permettre aussi d'être aussi à l'aise avec votre intervenant, votre organisme de formation, pour demander du suivi, de l'adaptation, une petite réunion derrière, et avoir de la qualité du rendu, qui vous permette aussi de travailler derrière sur votre gestion des compétences. Donc voilà, les prix s'entendent. Alors quand on fait un devis, quand on reçoit des devis, on a des jours stagiaires et des jours formateurs. Donc moi, je vous ai parlé des jours formateurs et posez-vous la question si on a, alors au niveau des prix stagiaires, on peut avoir à la journée des prix de 150, 300 jours stagiaires. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un groupe de 2, 3 personnes minimum, 4, 5 idéalement. Voilà. Donc savoir acheter, on achète une prestation de formation, c'est une prestation intellectuelle. Donc il faut discuter. Tant que vous n'avez pas compris, tant que c'est pas clair sur ce qui va se passer, c'est important. Au niveau des programmes, aujourd'hui, les organismes de formation peuvent proposer des programmes détaillés, période par période, et ça peut vous aider à choisir. Très important, vous pouvez demander à votre OF de faire un suivi, l'organisme de formation de faire un suivi. Aujourd'hui, ce qui se pratique, c'est OK, on a fait une formation pendant quelques journées,
on reprend un rendez-vous à 2, 3 mois, 4 mois, 6 mois pour vérifier que les compétences sont acquises et éventuellement faire un entretien de recadrage et refaire un peu d'apport. Donc ça, c'est des choses qui se demandent. La formation en interne, je terminerai là-dessus. Je suis désolée, j'ai peut-être dépassé de 5 minutes. On verra. Alors, quand on construit de la formation en interne, il faut se poser plusieurs questions. Les choses qui sont en train d'arriver, c'est que vous allez avoir un collaborateur qui va prendre en charge la formation et qui va construire de vrais programmes de formation que vous allez pouvoir rajouter au plan de développement des compétences. Alors, cette solution-là, elle est intéressante parce que elle fait faire des économies, hein. Elle est OK, on mobilise du temps collaborateur, mais au final, on peut développer une culture en interne de la formation et on va pouvoir, et une culture de l'évaluation en formation, ce qui n'est pas la même chose que la culture managériale. Donc, c'est très important de définir des objectifs quand on construit une formation, des objectifs, mais des sous-objectifs, et d'arriver à détailler en sous-objectifs. Il va falloir construire un contenu, donc là, avec quelqu'un qui a été formé à la compétence formateur. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est si vous décidez de mettre en place des formations en interne, c'est de créer des supports et de les garder sur une base de données, des petites vidéos, des petits quiz, des slides sur des thématiques qui vont pouvoir s'améliorer chaque année. Ça, vous allez pouvoir le rajouter chaque année dans votre plan de développement des compétences. Et ça va être très important de mettre en place des évaluations sous forme de quiz ou de mise en situation pour vérifier que la formation est bien acquise. Donc là, ça implique une montée en compétences. Donc en gros, on investit la première année sur la compétence formateur. Et après, l'idée, c'est de déployer des modules en interne euh, pour que pour que ça progresse et qu'on ne soit pas toujours soumis aux aléas de l'externe. Un mot pour terminer sur l'AFEST, l'action de formation en situation de travail qui est en train d'émerger. Donc, c'est de la formation. Alors, les OPCO n'aiment pas qu'on le dise, mais ça reste des process de formation en interne avec des grilles d'émargement, des supports et des temps réflexifs où on va extraire les gens de l'exploitation et où on va les faire bosser comme si on avait créé un organisme de formation en interne. Donc ça vaut le coup de vous y intéresser, peut-être pour 2024-2025. Sachez qu'il y a du financement chaque année et ça vaut le coup de faire émerger des programmes d'AFEST. Voilà, j'arrête ici. Merci pour votre écoute et à vous de jouer. Voilà, et au plaisir d'échanger avec vous sur vos futurs plans de développement des compétences. Véronique, le mot de la fin. Merci infiniment, Claire, pour tout ce contenu qui est très riche, hein, qui est peut-être très descendant, mais très riche. Donc, encore une fois, tout cela, vous le retrouverez puisque la séquence est enregistrée. Donc, vraiment, c'est important d'avoir tous ces éléments pour justement construire tout ce dont tu nous as parlé. Encore une fois, un grand merci. On se Avec retrouve plaisir. prochainement. On se retrouvera donc prochainement pour un nouveau sujet qui concerne les nouvelles tendances en cas de pénurie de candidats. Ça, c'est ton prochain Prochain thème. sujet. Prochain sujet, voilà. En tout cas, merci à tous et puis à très bientôt. Au plaisir de vous retrouver sur ces temps d'échange dédiés aux offices de tourisme. À Merci à très tous. bientôt.